Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, la revue de presse grand format pour commenter les sujets qui ont dominé l'actualité en Côte d'Ivoire pendant cette semaine. La création du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo, le troisième colloque du PDCI-RDA, la récente attaque de Téini, voilà quelques sujets qui vont dominer cette émission qui reçoit comme invité Jean-Marie Kwasi Aossou. Il est directeur de publication du quotidien Dernier Monde. Merci à vous d'être venu. Merci à vous aussi de me recevoir. Juste en face de vous, nous avons Ambroise Thietier, journaliste, analyste politique. Bienvenue à vous également. Merci de nous recevoir. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes prêts, nous allons partir pour la première rubrique de cette émission, la synthèse de la semaine. Alors, messieurs, le dimanche 17 octobre 2021, à l'issue d'un congrès au Sofitel Hôtel Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a créé son nouveau parti politique dénommé PPCI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Comment réagissez-vous à cela? On commence par vous, JMK. Moi, je réagis positivement. Je réagis positivement parce que depuis le dernier comité central du FPI, où le président Gbagbo a décidé de laisser l'enveloppe au président Pascal Affi-N'Guessan et d'aller créer un nouveau parti, on s'attendait à la naissance de ce parti. Maintenant, comme il a dit lui-même, ce parti va servir à livrer de nouveaux combats. Quels sont ces combats? On attend de les voir. Quels sont les chantiers nouveaux qu'il va défricher? On attend aussi de le voir. En tout état de cause, c'est un parti nouveau, mais un peu ancien, parce que toute la direction est issue de l'FPI qu'on connaît. Et puis, bon, on sait aussi que c'est dans le vocal socialiste, maintenant avec teinté ou saupoudré des panafricanismes. Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau dans l'espace politique de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut obtenir de nouveau avec? Bon, je pense que les temps qui vont venir vont nous situer. Alors, Ambroise. Oui. Comme il a noté, ce n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Depuis le lundi 9 août, il avait annoncé qu'il partait du FPI pour créer un nouveau parti. Il avait même fixé la date déjà, les 16 et 17 octobre. Cependant, je note qu'aujourd'hui, il change de cap politiquement. Il veut embrasser toute l'Afrique. Il parle du panafricanisme. Pas de panafricanisme, mais on a des questions à se poser par rapport à cette posture-là. Lesquelles? On sait tous, le FPI, parce que c'est le FPI, il a dit lui-même, il parle au contenu. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un FPI bis. Il dit on va nommer le FPI autrement. Je me rappelle les termes de son discours. Donc c'est le FPI, c'est un FPI bis qui est là, le PPACI. Et on sait tous comment ceux qu'on appelle les Gors, les Gbagboiens, qui sont ses partisans les plus fervents. On sait comment ils étaient sous son règne. Et même après, quand il était à la CPI, c'était des gens très extrémistes. Très, comment dirais-je, très nationalistes, très patriotes. Donc, c'est des gens qu'on connaît comme des gens ancrés en termes de positionnement politique sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il veut s'ouvrir à l'Afrique avec ce groupe-là. Comment ça va s'opérer cette mue-là? Comment va s'opérer cette mue de la Côte d'Ivoire à l'Afrique, cette ouverture que son parti va faire? Comment il va l'opérer avec ses partisans? Parce que ce n'est pas des nouveaux militants, c'est les mêmes militants. Est-ce que vous y croyez? Justement, c'est de là que part mon scepticisme. J'ai le sentiment que c'est de l'affichage. Qu'est-ce qui peut justifier ce scepticisme-là? Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est des gens qu'on connaît. On est tous contemporains de ce qu'ils sont dans ce pays-là. Et pas plus tard que les législatives passées, on a entendu l'un des leurs, pour ne pas le nommer Lida Kwasi, qui s'est étonné, qui s'est offusqué, je dois dire, pas étonné, qui s'est offusqué qu'un ressortissant du Nord soit candidat à la quota. Vous voyez? Déjà entre nous les Ivoiriens, il y a déjà ça. Maintenant que ces gens-là, qu'on les ouvre vers l'Afrique, comment va s'opérer, je le répète, cette mue-là?
On est curieux de savoir comment ça va s'opérer. On verra pour la suite. JMK, est-ce que vous aussi, vous êtes sceptique? Non, moi je ne le suis pas. Pour la simple et bonne raison que je pense que c'est le leader qui fixe le cap. Laurent Gbagbo est le leader de son parti. Il est en train de fixer le cap. Mais comme en droit, il y a l'esprit et il y a la lettre. Oui, je pense que, comme l'a si bien dit tout à l'heure mon frère Ambroise Sétier, il cherche peut-être aujourd'hui à se départir d'une image qu'on lui a collée et qui peut-être n'a pas fonctionné véritablement. Quelle est cette image? Qui était l'image de peut-être le nationaliste. N'oubliez pas que les jeunes patriotes étaient avec lui. On sait ce que veut dire le mot patriote, que peut-être même on l'a traité un peu de chauvin, d'être chauviniste. Maintenant, il ouvre cela. Il le saupoudre à la sauce panafricaine. Mais cette sauce panafricaine, je pense que Gbagbo lui-même, déjà, quand il lançait le concept de résistance face à la France, il était un peu dans cette mue. Maintenant, comme je l'ai dit sur le terrain, comment ça va se dérouler? Moi, j'attends de voir. Quand il est venu, il est allé en RDC, aller rencontrer Bemba, qui était son compagnon de cellule, aller rencontrer Tshisekedi, fils de Tshisekedi, l'autre résistant africain. Est-ce qu'il y a un as qui est en train de se mettre sur pied? J'attends de voir. Pour le moment, en tant que leader, il a fixé un cap. Est-ce que le cap est bon? Est-ce que le cap n'est pas bon? On le verra. Mais il part avec l'essentiel du FPI au PPA. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau. Quand on prenait Ago Marthe, elle était déjà baronne de l'Est FPI. Je le précise. Vice-présidente de l'Assemblée nationale sous Koulibaly Mamadou, elle était baronne de l'Est FPI. Est-ce qu'on peut dire qu'il part avec l'essentiel du FPI parce que Simon n'y est pas, Blé Goudé n'y est pas, Affi N'Guessan n'y est pas? Non, il faut... Est-ce que déjà le parti n'est pas handicapé? Je pense qu'il part sans Affi N'Guessan et les partisans d'Affi N'Guessan. Pour Simone, je ne peux pas trop préjuger. Mais Simone n'y était pas? Oui, mais parce qu'elle avait déjà une invitation en RDC. Entre les deux, qu'est-ce qui était primordial pour elle? C'est à elle d'en juger. Je pense que le Congrès aussi a fait une motion sur le retour de Charles Blé Goudé. Si Charles Blé Goudé n'est pas avec eux, ça m'étonnerait qu'ils aient fait cette motion. Donc, je pense qu'il passe sans Affi. Mais pour les deux autres, attendons de voir le temps nous dira un peu les choses. Ici, dans un mois, on sera situé. Alors Ambroise, on vient vers vous. Est-ce que vous pensez que ce parti est déjà handicapé vu l'absence de Simone, de Charles Blé Goudé et même d'Affi N'Guessan qui s'est déjà tracé son chemin? Non mais Affi, c'était déjà connu. C'était déjà connu qu'ils n'étaient pas ensemble. C'était plus ensemble, c'était fini là. Le schisme s'est opéré déjà. Même déjà quand il est comment on appelle, à La Haye, Affi a mis du temps avant qu'il ne soit reçu. Oui, pour Affi, c'est voilà, déjà clair. C'était déjà acté. Simone n'est voilà. plus... Simone, il y avait un petit flottement. Quand il est revenu, mais c'est eux qui l'ont rejeté, Simone. Sinon, elle a fait le premier pas. Elle était au comité central extraordinaire du 9. C'est dit que déjà... Elle a même été ovationnée. Voilà. C'est dit que déjà, elle était partante pour aller avec eux, mais c'est leur manière de faire après. Elle n'a pas été consultée souvent. Tout ça, elle a même fait un communiqué pour s'en plaindre. Ouais. Voilà. Pour s'en offusquer même, je dois dire. Donc, pour Simone, c'est vrai, on peut dire qu'il y a un handicap. Puisqu'on l'a vu, le 17, les 16 et 17, son nom va planer sur le congrès constitutif. Tout le monde a remarqué, c'était une absence très présente, si je puis dire. Oui, c'est une absence très présente. D'accord, voilà. on voit. Donc, maintenant pour Blé Goudé, il n'a jamais été FPI et il n'en fait pas mystère. Blé Goudé n'a jamais été FPI. Et oui, il soutenait Laurent Gbagbo et il se plaisait à dire, moi je ne suis pas FPI. Il n'a pas changé depuis. Il a créé son parti qui est le COJEP. Aujourd'hui, il est un chef de parti. Il faut le traiter comme tel. Donc, il a dit que c'est quand il allait revenir qu'il allait tenir un congrès pour voir la position à tenir face au nouveau parti que M. Laurent Gbagbo a créé. Donc, pour Blé, on attend de voir. Donc, moi, dire que le parti part handicapé, je ne pense pas tellement. C'est vrai, l'absence de Simone est remarquée, mais côté handicap, je ne pense pas. Puisqu'il est parti avec l'essentiel, comme l'a dit mon frère JMK, l'essentiel du FPI est avec lui. Ça, on peut le dire. D'accord. On va décrypter un peu le discours qui a été tenu par Laurent Gbagbo à cette occasion. Il a eu un double langage, on va le dire ainsi. Il a dit d'abord, je ferai de la politique jusqu'à ma mort. Et vers la fin du discours, il a dit, j'ai l'ambition de partir. Et quelques jours après, dans un entretien accordé à un média français, il a dit qu'il n'exclut pas de compétir à la présidentielle de 2025. Alors, au regard de ce discours, quel est selon vous l'objectif de Laurent Gbagbo en créant ce parti politique? Est-ce pour reconquérir le pouvoir, pour l'exercer de nouveau,
ou bien pour faire émerger une nouvelle génération? Non, je pense que le concept de nouvelle génération, je ne vois pas ça comme ça. Lui-même, il a bien dit, quand un homme marche, il laisse des traces. La trace qu'il a laissée, c'était le FPI. Malheureusement, ce FPI-là, il ne l'a plus reconnu. Donc, il l'a mis de côté, il a donné l'enveloppe à la fille. La nouvelle trace qu'il va laisser, ça va être le PPA. Est-ce que le PPA aura l'audience, la durabilité, l'assise du FPI qu'il a laissé? Le terrain nous permettra de le voir. Mais je pense que Laurent Gbagbo est un agitateur d'idées. Écoutez, il a 76 ans officiellement. Je dis bien officiellement. Oui, l'idée des partis l'habite. Il a fait 10 ans de prison. 10 ans de prison, ça laisse des traces absolument, à un moment donné. Donc l'idée des partis, oui, ça l'habite. Mais il va quand? Il ne le dit pas. Il dit qu'il fera la politique à sa mort. Mais bien sûr, un leader de sa trempe, il ne se retire jamais. Même s'il décide de ne plus être au gouvernail de son parti, vous pouvez le noter que le parti ira vers lui comme le référent. Et tant qu'il donnera les instructions, tant qu'il manœuvrera dans l'ombre, il reste le mentor. Donc un leader de sa trempe ne partira pas. Maintenant, est-ce qu'il va être candidat en 2025? Sincèrement, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif. Expliquez-nous pourquoi. Je suis dubitatif parce que vous avez vu combien de fois le président Ouattara a été obligé de faire de la gymnastique sur lui-même en 2020 pour pouvoir être candidat. Une vraie gymnastique sur lui-même. Même s'il n'a pas le courage de le dire, Ouattara est devenu, comme Macron l'a bien signalé après, candidat à son corps défendant. Le président Gbagbo, aujourd'hui, il a 76 ans. Dans 4 ans, il aura entre 80 et 81 ans. Franchement, ça va être difficile. C'est comme le président Bédié aujourd'hui. Il dit qu'il est un soldat, c'est un guerrier. Je vous rappelle que la retraite dans l'armée, c'est 55 ans. C'est maintenant qu'on a même avancé à 65 ans, mais depuis un certain temps... c'est un soldat de la politique. Oui, mais c'est une façon de vous dire. Le mot soldat, c'est plus à l'armée. Mais dans l'armée, la retraite, c'est à 55 ans. On a beaucoup de retraites anticipées en ce moment. Hein. Tous ceux qui sont plus valides, qui sont plus aptes, on est en train de les faire sortir des troupes pour faire entrer du sang nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 80 ans, oui, vous pouvez être un soldat, mais est-ce que vous êtes un soldat, comme on appelle ça, vous serez un soldat, un fantassin de terrain, hors norme, comme vous l'avez été toute votre vie, quand vous aviez 40 ans, 50 ans et 60 ans? Non. L'âge est là. On ne peut pas contredire l'âge. Voilà. Déjà, même pour les 2 jours d'assises, vous avez vu combien de fois ça a été un peu difficile. Donc, vraiment, jusqu'en 80, être candidat, ça peut être un effet d'annonce. Mais j'avoue qu'aux portes de 2025, beaucoup de choses vont s'éclaircir. Alors, Ambroise, lui, il est dubitatif. Et vous? Oui, mais le discours qu'il a tenu le 17 dernier, le 17 octobre, c'est du Gbagbo. C'est du Gbagbo, c'est du Gbagbo, ça veut dire il a soufflé le chaud et le froid. Il a toujours été comme ça, il ne s'est pas régné. Hein. Il a dit une chose et son contraire. Voilà. Il n'exclut pas d'être candidat, mais en même temps, il prépare la relève. Voilà, c'est du Gbagbo, je l'ai dit. Donc, en 2025, comme l'a dit mon frère JMK, c'est vrai, il a l'intention de partir, mais il n'exclut pas, comme il a dit aussi, d'être candidat. Voilà, donc on est dans ce jeu-là. Vous qui êtes analyste politique, quand vous décryptez son discours, il sera candidat ou pas? Comme je l'ai dit, c'est les circonstances qui vont le déterminer. Sinon, au moment, à l'heure H où je vous parle, je n'ai pas dit que Gbagbo sera candidat. Comme je n'ai pas dit aussi qu'il ne sera pas candidat. C'est les circonstances qui vont le déterminer, comme il a dit. Si se trouve qu'il n'y a pas une nouvelle tête qui peut émerger pour porter les couleurs du nouveau parti, il sera candidat. Et puis, il y a aussi l'hypothèque de la modification constitutionnelle qui est dans les tuyaux. Hein. On ne sait pas comment ça va se passer de ce côté-là aussi. S'ils vont réintroduire la limitation de l'âge des candidats, ramener ça à 75 ans, il sera frappé. Vous êtes pour cette limitation? Mais bien entendu, moi je suis pour dans la mesure où je me dis, et Laurent Gbagbo lui-même il a dit, dans une autre vie, à 75 ans, à plus de 75 ans, on n'a plus les mêmes réflexes. Il avait conseillé, il avait préconisé ça, qu'à 75 ans, un politique prenne sa retraite, ne soit plus porté aux hautes fonctions, parce que ses capacités, on n'a que l'âge de ses artères, comme on dit. On n'a que l'âge de ses artères. Quand tu as 75 ans, tes artères ne peuvent plus marcher comme si tu avais 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, il faut en tirer les conséquences. Et puis, laisser la nouvelle garde, les jeunes quand même émerger.
Alors, ça s'inscrit dans le cycle de la vie. Alors, JMK, vous êtes pour cette limitation? Non, je maintiens toujours ma posture sur cette affaire. J'ai dit que l'âge ne peut pas constituer un avantage comparatif. J'ai regardé des constitutions en Europe. Il n'y a pas de limitation d'âge. Hein. Mais on soumet... Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. J'en viens. On soumet tout ça à la sagacité de l'individu. C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure mon frère Titi, franchement, on a l'âge de ses artères. Et la vérité, c'est qu'à 75-80 ans, on n'a plus les réflexes de 55 ans. Et Gbagbo, il a fait 10 ans de prison, s'il vous plaît. Parce que c'est quelque chose qu'on mentionne très peu. Il a fait 10 ans de prison. Ça laisse des traces. Il allait en Italie. Quelques petits menteurs ici ont dit non, il partait rencontrer Soro. J'ai dit, mais il était en Belgique. Il n'a pas rencontré Soro. C'est quand il vient en Côte d'Ivoire qu'il reprend l'avion pour aller voir Soro. Non. Mais selon certaines sources, il dit aller pour des soins. Donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi tout ça qui est là. Mais à un moment donné, il faudra qu'on se décide aussi. Parce que si on se soumet à la sagacité des leaders, pour leur dire qu'à 80 ans, on ne doit pas te dire que tu ne dois pas être candidat, pour que toi-même tu refuses d'être candidat, bon, on va t'obliger de mettre dans la Constitution pour dire 75 ans, n'est pas candidat. Je rappelle dans ce pays, et je vais là mettre fin à un mensonge du président Pascal Affi-N'Guessan. Parce que sur France 24, il est venu dire c'est nous, le FPI, qui avons introduit la limitation. C'est faux. Ce n'est pas le FPI qui a introduit la limitation d'âge de la Constitution. Qui l'a fait? C'est le président Henri Konan Bédié, en 1998, avec le code électoral qu'on appelait le code électoral bombé, qui d'ailleurs excluait le président Ouattara, de par les conditionnalités qui étaient là-dedans. Dans les conditionnalités, la première condition, il fallait avoir 21 ans au minimum et 75 ans au maximum pour être candidat à l'élection législative, à l'élection présidentielle. En 1998. Et cela résultait du changement statutaire que Bédié avait fait au PDCI au congrès de 96, où il a introduit pour la première fois la limitation d'âge pour être candidat. Donc ce n'est pas le FPI qui a introduit. Ça veut dire que Bédié a ça dans sa tête. Mais, comme l'a si bien dit tout à l'heure mon frère, c'est le terrain qui va déterminer. C'est les conditions qui vont déterminer. Parce que si aujourd'hui, au PPA, il y a une tête forte qui émerge après le président Gbagbo, je ne vois pas pourquoi il serait là. C'est le problème aussi au PDCI. Les gens, ils bavardent, mais qui émerge? On ne voit personne émerger. Peut-être qu'au PDCI, on ne veut pas laisser émerger aussi. Bon, enfin, je vous précise qu'en politique, on arrache le tabouret. Hein. Bonne question. On arrache le tabouret. Alors, Ambroise, est-ce que le PPACI pourra constituer une véritable force politique de l'opposition ici en Côte d'Ivoire? Oh, je ne suis pas un lanceur de courrier, mais comme on le répète, c'est le terrain qui détermine. Hein. C'est le terrain qui détermine. Mais on connaît, bon, dommage qu'aujourd'hui, il n'a plus l'âge, il n'a plus ses 20 ans, la faute de ses 20 ans. Sinon, Laurent Gbagbo, c'est un grand mobilisateur. S'il avait 10 ans de moins, certainement qu'il aurait fait le tour de la Côte d'Ivoire comme il a déjà fait plus d'une fois. Donc, que le PPA devienne un grand parti de l'opposition, la question reste posée. La question reste posée parce qu'il est allé, mais en même temps, il est allé avec des gens qui n'ont pas, de mon point de vue, ils n'ont pas encore sa vision de panafricaniste. Je reviens là-dessus. Hein. Peut-être il les a embarqués dans une aventure dont eux-mêmes ils ignorent les tenants et les aboutissants, mais ils le suivent parce que c'est leur mentor, comme il le dit souvent, c'est leur référent politique et ils veulent voir jusqu'où il va aller avec cette affaire. Donc, l'avenir du PPA, pour moi, il est en pointillé. C'est le terrain qui va le déterminer. Même si c'est le contenu du FPI, mais il reste entendu que c'est désormais le PPA. Et on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Donc là, je m'en remets à l'avenir. D'accord. L'avenir du PPA est en pointillé, vous l'avez signifié. Alors, JMK, pour vous, quel est l'avenir du FPI d'Affi-N'Guessan? Bon, vidé de sa substance, comme on le voit, moi, je ne vois pas un grand avenir au FPI d'Affi-N'Guessan. Hein. Il faut être réaliste. Le FPI, ça a d'abord été l'affaire d'un grand leader politique qui s'appelle Laurent Gbagbo. Quand il décide de vider l'enveloppe de sa substance et de laisser l'enveloppe vide à Affi-N'Guessan, mais c'est sûr que le parti va être vidé de son contenu. Et c'est là où je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure à mon frère Ambroise sur l'avenir du PPA. Sur le PPACI calque son dispositif sur le terrain, sur le dispositif ancien du FPI, oui,
c'est un parti dont les bases sont déjà très clairement identifiées. Mais s'il se retrouve à se faire bousculer sur le terrain par le FPI d'Afin Guessan, qui n'a pas encore dit son dernier mot, là aussi sur le terrain, ça va être compliqué. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi AFI. Il ne faut pas sous-estimer les populations. Il y a des gens qui sont accrochés au concept. Quand vous partez par exemple dans les élections, pourquoi est-ce que les sigles des partis sont importants? Moi, je sais qu'au RADP aujourd'hui, ce n'est même pas la case qu'on regarde, c'est l'orange. On dit, regardez, il y a orange là. C'est ça qui est Ouattara. C'est ça qui est RDS, c'est ça qui est Ouattara. Mais quand on prend le PDCI, on vous dit c'est l'éléphant. Ou c'est ce qui est vert. C'est pareil pour le FPI. Et il y a des gens qui sont accrochés à ça. Donc je pense que s'ils calquent là-dessus, oui, il y a un avenir. Mais s'ils doivent revenir au système d'implantation classique, c'est-à-dire l'installation des comités de base, des sections, des délégations départementales ou communales, ça va être long et très compliqué. Je dis bien long et très compliqué. C'est bien compris. On va aborder un autre pan du discours de Laurent Gbagbo concernant le pardon, la réconciliation. Dans son entretien avec France 24, on lui a demandé s'il était prêt à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Il a dit que lui, il n'est pas Charles Blé Goudé, il est Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé sa réaction? Pour moi, ça passe mal. Ça passe mal. Il a été un acteur politique de premier plan. Hein, au moment où la crise post-électorale est survenue, et j'ai pu dire de son fait, puisqu'il a refusé de reconnaître les résultats sortis des urnes. Donc aujourd'hui, qu'il vienne dire à la face du monde qu'il ne peut pas demander pardon, je trouve que c'est à la fois scandaleux et je dirais, je cherche mes mots parce que je m'attendais à tout sauf à une telle réaction de sa part. Que Blé Goudé, qui est un second couteau en griffe, demande pardon, mais lui, Laurent Gbagbo, même s'il reconnaît qu'il n'a rien fait, mais pour le fait qu'il a été au premier rang, il avait une responsabilité au moins morale. Il a été transféré de l'autre côté. Mais ça ne l'exonore pas. Inculpé. Ça ne l'exonore pas. Ce n'est pas lui qui doit recevoir le pardon. Ça ne l'exonore pas de sa responsabilité dans le drame qui est survenu. Parce que c'est un drame national, cette crise post-électorale. Il y a eu des morts, il y a eu des estropiés, il y a eu des exilés, il y a eu toutes sortes d'atrocités. Donc aujourd'hui, il ne doit plus pas élégance, pas courtoisie même pour les victimes. Il aurait pu au moins dire « Ah, je demande pardon pour ce qui est arrivé. C'est vrai, je n'ai aucune part, je ne reconnais ni avoir aucune part, mais je demande pardon parce qu'il y a eu des morts, aussi bien dans son camp que dans le camp opposé. » Mais dire comme ça à la fin du monde qu'il n'a pas demandé pardon, c'était très choquant. Alors, vous pensez aussi qu'il a manqué d'élégance, comme l'a signifié Ambroise, Laurent Gbagbo aurait dû demander pardon? Bon, oui, je pense qu'il aurait dû demander pardon, mais il faut situer les choses dans leur contexte. Je pense que Gbagbo, sur la question du journaliste, s'est mis dans le lot des victimes. Parce que n'oublions pas qu'il a été arrêté, transféré dans un premier temps à Korogo, et de là-bas transféré à La Haye, où il a fait au total près de 10 ans. Donc, je pense qu'il se met un peu dans la peau aussi de la victime. Mais au fond, qui lui a dit pardon à Aliou Gbagbo? Personne. Personne ne lui a dit pardon. Il a fait 10 ans, il a été acquitté. S'il vous plaît, il a été acquitté. Personne ne lui a dit pardon. Donc, je pense qu'il se met dans la peau des victimes. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans l'interview. Qu'est-ce que la France est venue chercher dans une contestation électorale? Qu'est-ce que les chars de Nicolas Sarkozy, les blindés et les avions de la France, les hélicoptères de combat de la France, les légionnaires français sont venus chercher dans une crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Voilà la question qu'il pose. À cette question, il n'a pas de réponse. Mais moi, je me mets dans la posture de ce que, si on veut réellement avancer, il faut qu'on soit capable de dépassement. Et je pense que c'était une occasion pour le président Gbagbo de faire preuve de dépassement. Il n'a pas pu le faire. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas le dire. Mais quand j'analyse, je me dis, oui, peut-être qu'il s'est mis dans la peau d'une victime aussi de cette crise, qui peut-être souhaite aussi qu'on lui dise Yako. Et personne ne lui a dit jusque-là. Sauf quand le président Bédié l'a reçu, il lui a dit Yako. Mais ça, je pense que c'est entre deux personnes. Voilà.
D'accord, le prochain sujet de cette partie de l'émission, c'est le troisième colloque du PDCI RDA du 15 au 18 octobre 2021 dernier. Le PDCI a tenu son troisième colloque marquant la fin de la célébration des festivités de ses 75 ans. Lors de la clôture, le président du parti, Henri Konan Bédié, a annoncé des réformes, à savoir la création d'un comité de développement durable et culturel, d'une cellule de coordination de la communication et d'un conseil de surveillance. Il a annoncé aussi un réaménagement du secrétariat exécutif. Je retourne encore vers vous. Pourquoi ces changements? Est-ce qu'ils sont expressifs d'un malaise au PDCI RDA? Le problème que le PDCI RDA a, c'est le même problème que le président Bédié a toujours eu, c'est qu'on ne met pas de la traçabilité dans ce que le président Bédié fait et dit. Ce que le président Bédié a dit à la clôture de 115 ans, il a dit la même chose sous d'autres termes à l'ouverture des 75 ans, le samedi 10 avril 2021 à la maison du parti. C'est ce jour-là qu'il a engagé les 5 chantiers pour le développement du PDCI. Il a dit qu'il faut moderniser le parti. Il a dit qu'il faut faire fonctionner la démocratie interne. Il faut associer les cartes à la vie du parti. Ce sont des malaises au PDCI actuellement. Ce n'est pas forcément le malaise. Pourquoi vous voulez qu'il y ait un malaise? Le président Ouattara rencontre le comité de restructuration du RHDP. Est-ce que c'est parce qu'il y a forcément un malaise au RHDP? La vie d'un parti politique est ponctuée d'avancement. N'oubliez jamais qu'un parti politique est un faisceau de contradictions. C'est un faisceau de contradictions. Vous ne trouverez aucun parti politique au monde où tout le monde est unanime sur la même chose. Mais en tant que leader, ce qui peut faire fonctionner le parti, c'est ce que vous faites. Quand il a fait le discours fondateur, c'est ce discours qui lui a permis de mettre sur pied quelques semaines plus tard le comité politique, le comité de gestion de surveillance des élections, le comité chargé du développement des ressources financières. Et il a dit, on va continuer. Pour continuer, on va mettre sur pied un comité pour le développement durable. Je vous rappelle que le président Bédié a nommé un conseiller spécial auprès de lui chargé du développement durable. Il s'appelle M. Simon Dou, qui est cumulativement président du groupe parlementaire PDCI. Il a une conseillère en communication. Mais il a dit qu'il faut doper la machine de la communication du parti en mettant en place une grande cellule de communication. Est-ce que c'est mal fait? De coordination. De coordination de la communication. Pour ne pas qu'il y ait des déperditions. Le président Ouattara, quand il a vu que le RHDP était en train de prendre un tournant qui n'était pas bon, il a tranquillement mis de côté son directeur exécutif autour de qui il y avait trop de récriminations et je trouvais des récriminations inutiles parce que c'est un bagarreur politique à qui on cherche trop les poux dans les cheveux. Mais il a mis sur pied un comité de restructuration. Vous allez voir que dans quelques temps, il va faire des réformes. Mais est-ce que parce que le RHDP est en deuil ou non? Alors Ambroise, pour vous, ça signifie quoi, toutes ces réformes? Le PDCI est malade? Oh non, le PDCI n'est pas malade. Le PDCI est à l'image du président Bédié. Les vieux métiers. Les vieux Ambroise, je ne te fais même pas. Les vieux, mais ils continuent de tenir la route. En réalité, le président Bédié, c'est le grand Manitou là-bas. Et avec lui, là, il a tout changé pour que rien ne change. Il est en train de faire de la prestidigitation, parce qu'il a un souci avec le parti. Il veut être seul maître à bord. En principe, en réalité, c'est cela. Et ça vous gêne? Non, moi, ça ne me gêne pas. Moi, je suis un analyste. Je regarde. Et c'est les conclusions que je tire de ce qu'il dit, de ce qu'il fait aujourd'hui. Et je crois que cette dernière restructuration-là, qui survient après celle qui a permis de mettre en place le comité politique qu'il a confié au ministre à la remis, elle survient, et comme par hasard, après la sortie de route, si je puis dire, du ministre Bion. Ce n'est pas fortuit. Et ce n'est pas aussi fortuit qu'il crée une grande cellule en charge de la coordination de la communication. Ça veut dire quoi? Pour moi, le message est clair. Il ne veut plus que ce qui s'est passé avec le ministre Jean-Louis Bion se répète. Je pense que ça l'a agacé, la sortie de route du ministre Jean-Louis Bion. Et Bédié, il a aussi indiqué que le PDCI est prêt pour l'élection présidentielle de 2025. Oui, le PDCI est prêt. Le PDCI a quelle chance pour remporter cette élection? Le PDCI, c'est un grand parti. C'est un grand parti, mais je crois qu'ils ont un problème là-bas. Le manque de renouvellement de la classe politique. C'est comme une gérontocratie là-bas.
c'est les vieux qui sont en première ligne. Il faut que et les jeunes les regardent. Le ministre Émile Constant Bombé, qui avait quasiment été mis au placard, on l'a ressorti comme un fétiche. Oui? On l'a ressorti. Aujourd'hui, il est aux premières loges. On ne sait pas à quelle fin. Mais ça ancre en chacun de nous l'idée que les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes là-bas. Et ça, c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal pour vous aussi, non, l'analyse n'est pas juste. Le président Émile Constant Bombé est le coordonnateur adjoint, n'est pas dit le vice-coordonnateur des activités des vice-présidents. Parce qu'on a près d'une cinquantaine de vice-présidents. Donc, le coordonnateur, c'est le général Gaston Wassina Koné, qui fait pratiquement office de premier vice-président. Mais au niveau de la jeunesse, il y a eu beaucoup de responsabilisations. Il faut le dire, beaucoup. Le ministre Allah, dont on parle, le ministre Allah est vice-président. Mais il n'est pas aussi vieux que ça. Hein. Le ministre Nyame Yao. N'oubliez pas, c'est le communicateur du PDC. Ouais. Le ministre Nyame Yao, dont on parle. Mais il n'est pas aussi vieux que ça. Yashmina Wenye, qui a lu la motion du colloque, je pense que c'est la jeune garde. Emou Sylvestre, Abi Raoul, c'est autant de jeunes qu'on a responsabilisés. Est-ce qu'Ambroise ne parle pas plutôt de la tête, le sommet, le président Bédié? Écoutez, le sommet du parti se renouvelle au Congrès. Le dernier Congrès date de 2013. Le président a annoncé le prochain Congrès, le 13e du genre, pour 2022. Sans plus de précision, hein? Non. Généralement, c'est au mois d'avril que les congrès du PDCI se font. Quand ça ne se fait pas en avril, ça se fait au mois d'octobre. C'est un peu comme ça. Donc, je pense que là, peut-être, on est un peu engagé trop tard pour que ce soit avril. Moi, je pense peut-être que ça va être octobre. Mais c'est à ce congrès-là que tout se détermine. Je vais revenir, par exemple, sur le cas du ministre Bion. On lui prête aussi trop de mauvaises intentions. Pour rien. Le ministre Jean-Louis Bion était candidat déclaré à la convention du PDCI de 2020 pour requérir l'investiture du parti en vue de la présidentielle. Quand des membres des instances sont allés solliciter le président Bédié pour être candidat. Et c'est ce jour-là, il a dit, monsieur le président, je suis candidat, mais comme les instances ont décidé que ce soit vous, je m'aligne et je serai avec vous jusqu'au bout de la bataille. Mais quand il le fait, il est tacticien. Parce que quand il le fait, il se met dans les pas du président Bédié. En 2025, il sait très bien que le président Bédié a au moins 80 à 90% de chances de ne pas être là. Lui, il est là. Malheureusement, le candidat qui va déposer sa candidature à la convention s'appelle Kwadjo Kona Bertin, dit Kakabe, qui aujourd'hui peut aussi prétendre à être héritier du président Bédié. Mais je pense que si au prochain congrès, ils sont assez courageux pour venir affronter le président Bédié, on décidera. Si au prochain congrès, le président Bédié même dit, écoutez, messieurs, j'ai fait mon temps, il faut quelqu'un d'autre, on le verra. Mais là où on est assis, disons-nous franchement, et là je rejoins le ministre Katina, qui a la légitimité de Ouattara au RHDP en ce moment? Personne. Qui en a au PPA? Même à Fingessan, que Babo a adoubé pour en faire président du FPI, on l'a grillé. D'accord, en chemin. Au PDCI. Au PDCI qui a la légitimité. Donnez-moi un nom. On est tous autour de Bédié. Tout à l'heure, on disait qu'il fait tout pour être. Mais quel est le leader que vous connaissez qui ne fait pas tout pour être seul bête à bord? Il est temps pour Bédié de passer le. Oui, mais ça c'est sur le plateau. Allez le dire au Congrès, on va voir. Non, de façon volontaire, il peut. Il le fera. Au Congrès, faire une annonce comme Ouattara l'avait fait. Toutes les réformes que le président fait en ce moment, vous aurez le temps, ici, dans un temps bien précis et bien court, de voir vers où vont ces réformes. Et parlant des réformes, il dit qu'il va nommer bientôt un conseiller spécial chargé de la réconciliation nationale. Il l'a nommé. C'est le vice-président Noël Akosi Benjo. Est-ce que Bédié aujourd'hui a le profil pour la réconciliation nationale? Et pourquoi il n'en aurait pas? C'est une question que je vous pose. Non, mais pourquoi il n'en aurait pas? Qu'est-ce que Bédié dans ce pays n'a pas fait pour qu'il ait la paix dans ce pays? Je vous rappelle. Il a été à la tête du CNT. Non, ça c'est un épisode que vous êtes en train de dire. En 2010, pour les élections de 2010, chacun d'entre nous a au moins plus ou moins les preuves de ce qui s'est passé au premier tour.
Mais au second tour, le président Bédié n'a pas hésité un seul instant, au nom de la parole donnée, à aller soutenir son petit frère. Au nom de la coalition des oufouettistes. Quand il a été élu et que le camp présidentiel s'est opposé à cette élection, il a été le premier à se retrouver dans les barrages de Ouattara au Golfe. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et puis, je pense qu'il se met dans la peau du général peut-être qui a fait la guerre et qui décide de faire la paix. Parce que Bédié a vu cette guerre-là de ses yeux. En 2020, il s'est opposé au fait que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Le président Ouattara aussi a démontré par A plus B qu'il était fondé à être candidat. Mais ça devient une bataille contradictoire. Le président Ouattara est sorti vainqueur de cette bataille contradictoire. Le président Bédié s'est rangé. Alors Ambroise, Bédié, il a le profil pour la réconciliation nationale. Il a nommé un conseiller chargé de la réconciliation nationale. Comme je reprendrai ces termes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il est plus... Mais il a été à la tête du CNT. Oui, mais ça a été une parenthèse. C'est vrai, parenthèse, on peut dire. On ne peut pas l'oublier quand même. Ça reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, mais comme... Il ne faut pas oublier aussi qu'il a été au Golfe. Ça reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'en parlez pas assez? Comme toute parenthèse, comme toute parenthèse, il faut l'oublier. Voilà. Le CNT, c'est arrangé au placard de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça a été un mauvais coup. Et même ils l'ont reconnu après, ça a été un mauvais coup. Ils ont été très mal inspirés. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais je dis, le président Bédié, c'est vraiment, je crois même qu'il est, il est légitime. Hein. Il est légitime. Moi, je le sens plus dans ce rôle-là, des faiseurs de paix, des faiseurs de réconciliation, que des candidats à la présidentielle. Voilà. Ce rôle-là lui siérait mieux, de mon point de vue, que tout autre. Voilà. Donc, je crois que c'est un chantier qui devrait prendre à bras le corps pour rassembler toute la classe politique et puis tous les enfants de ce pays. Et il a cette légitimité-là. Ça je dois le reconnaître, il a cette légitimité. D'accord. On va partir à présent pour la deuxième partie de cette émission, le rétro. La semaine passée, on recevait sur ce plateau Tenebe Ousmane, qui est journaliste comme vous. Il est le secrétaire général de rédaction du quotidien L'Avenir. Il s'est prononcé sur les attaques dont fait l'objet l'armée ivoirienne depuis quelque temps. On l'écoute. C'est un problème sérieux. Ce sont des pertes en vies humaines qu'on enregistre tout le temps. Et je crois que depuis 2020, nous sommes harcelés dans les différents points du pays. Mais il faut s'interroger. Quand les gens viennent attaquer, ils sont hébergés quelque part. Quand les gens viennent attaquer, c'est tout un système qui est mis en place. Le rôle régalien de l'État, ce n'est pas de demander aux populations de faire ce pourquoi ils payent les impôts. Non, je suis d'accord avec toi. Mais l'État, on le dit, c'est nous tous. C'est un péril qui est là. Les gens meurent. On attaque de droite à gauche. Nous ne sommes pas... Ceux-mêmes qui sont censés nous sécuriser sont ceux qui sont le plus harcelés. Qu'est-ce qu'on fait? Le plus important, c'est de diligenter des enquêtes sérieuses et de conduire ces enquêtes jusqu'à leur terme. Je ne veux pas incriminer quelqu'un, mais il faut que chacun fasse son travail. Ce n'est pas facile. Et quand je regarde ce qui se passe dans les autres pays limitrophes, je parle du Burkina, et vous verrez que les terroristes ont tué à peu près le même nombre de personnes que la Covid-19, dont on parle tous les jours. Donc c'est vraiment un péril qui appelle à l'implication de toute la communauté nationale. Alors c'est un péril qui appelle à l'implication de toute la communauté nationale. C'est ce que vous pensez également? Oui, évidemment. Écoutez, mais notre pays est attaqué. On ne va pas faire la fine en bouche autour de ça. Surtout que le mardi passé, on a été attaqué encore à Téni. Mais entre les communiqués officiels de l'état-major et les communiqués non officiels de l'état-major, c'est-à-dire les informations intérieures qu'on a mais qu'on ne traite pas de façon publique, mais c'est quasiment tous les jours que nos forces sont harcelées. Et ce ne sont pas seulement les dispositifs militaires, même les dispositifs paramilitaires sont harcelés. Les postes douaniers sont harcelés. Les barrages MIS sont harcelés. Mais là, il semble indiquer que la population ne collabore pas.
Bon, c'est ça aussi le drame. Moi, ma peine dans cette affaire, c'est que ça me rappelle une certaine époque triste de la Côte d'Ivoire. L'époque qui a précédé approximativement la rébellion de 2002. Il y a eu comme ça une série d'escarmouches dont on ne savait pas exactement avec qui. C'était pratiquement une armée sans visage. Et puis un matin, paf, le 19 septembre, c'est arrivé. C'est ces moments tristes-là que ça me rappelle. Et moi, je veux qu'on puisse se dire la vérité en Côte d'Ivoire. Parce que je ne crois pas à cette affaire des djihadistes. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que on dit c'est des djihadistes. Ok, je le concède. Mais je vous rappelle que quand vous prenez ce qu'on appelle la situation des terrains, le Burkina, le Mali et le Niger sont alignés sur le même axe. Le même axe, c'est que tous leurs terroristes sont au nord de leur pays. Ils ont sanctuarisé le sud de leur pays. Et nous, nos terroristes, sont à leur sud sanctuarisés et à notre nord. Et quand vous étudiez un peu le système de fonctionnement des Katibas, les Katibas n'ont pas vocation à faire le djihad tout le temps. Les Katibas viennent conquérir des terrains pour imposer l'islam. Mais pourquoi c'est à Kong, celle de l'islam en Afrique de l'Ouest, que les Katibas vont se déchaîner? Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Ambroise, vous partagez son point de vue? Bien entendu, c'est préoccupant. Comme il a relevé, c'est préoccupant. Je sais pas, moi, vraiment, je n'ai pas la formule, je ne sais pas comment. Il faut que nos armées s'équipent davantage, certainement, comme l'a relevé le confrère qui a intervenu là, que les populations aussi collaborent. Davantage, qu'on ne donne pas asile à ceux qui viennent tuer nos forces de l'ordre. Est-ce que le gouvernement aussi joue son rôle? Le gouvernement fait ce qu'il peut. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Mais le gouvernement, comme il a relevé aussi, c'est l'État, c'est nous autres, c'est nous tous. Donc, c'est préoccupant, c'est un péril, c'est un vrai péril. Tu as vu comment ils ont sanctuarisé quasiment le Burkina là-bas, où il n'y a pas de jour qui passe sans qu'on entende qu'ils ont tué. Bon, là, je ne sais pas. Finalement, je me demande si eux-mêmes savent pourquoi ils font ça. C'est ça, moi, mon souci, c'est ça. Ceux qui tuent là, pourquoi finalement ils font ça? Ils le font. C'est la grande question que je me pose. Mais pourquoi maintenant? Quand je m'assois, je dis, mais ok, ils tuent, mais pourquoi maintenant? Et généralement, c'est l'armée qui est attaquée. Oui, mais c'est là que je dis que je ne suis pas tranquille. Remontons un peu dans notre histoire. La période qui a précédé la rébellion et autres, il y a eu une série d'escarmouches comme ça, qu'on ne comprenait pas. Et puis un matin, on s'est retrouvé face à une troupe qui est venue, et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à balayer cette affaire-là de notre vie. Si on vous comprend, ce sont des ennemis internes. Bon, est-ce que j'ai les moyens d'identifier que ce soit des ennemis internes? Non. Mais ce qui est sûr, ils sont là. Ils attaquent nos soldats. Ils attaquent nos soldats. Et ce ne sont pas seulement les militaires qu'ils attaquent. Je vous dis, les barrages douaniers, les barrages mixtes, où vous avez eaux, forêts, douane, gendarmerie et autres, c'est attaqué. Et généralement, quand il y a l'attaque, regardez bien, on va avec des armes, ou bien on va avec des dotations militaires. Comme si quelqu'un est en train de faire son marché quelque part pour quelque chose. Et on ne nous dit pas quoi. Et vous sentez que l'armée elle-même est un peu embêtée. J'ai vu le général Doumbia la fois dernière, quand il parlait du type de terrorisme auquel on faisait affaire. Je sentais cet officier général des forces spéciales, officier émérite, je le sentais embêté. Parce que c'est une guerre asymétrique qu'on livre à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une guerre conventionnelle pour laquelle nous avons les armes. Et l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas trahir des secrets militaires, mais on a des drones de surveillance qui sont dans le nord. Mais pourquoi on n'arrive pas à les relever? Pourquoi on n'arrive pas à les identifier? C'est un vrai souci. Les gens viennent maintenant en moto. L'attaque à l'ouest, semble-t-il qu'ils sont arrivés à moto, ils ont frappé et ils sont repartis. Mais franchement, c'est à devenir fou. Alors, Ambroise, en pareille situation, comment on doit réagir? Comment l'État de Côte d'Ivoire doit réagir? C'est une colle. C'est une colle que vous me posez là. Mais je crois que d'abord, il faut que le Burkina et la Côte d'Ivoire mutualisent leurs forces, tant militaires que civiles. Il faut qu'il y ait une coopération très active. Parce que ces fous de Dieu là, comme on les appelait à l'époque, aucun État ne peut les maîtriser seul. Il faut que les pays qui sont
qui ont des frontières mutualisent leurs efforts, leurs forces pour pouvoir les bouter hors. Parce que finalement, comme je l'ai dit, on ne sait pas pourquoi ils tuent, on ne sait pas. Vraiment, c'est beaucoup de questions, peu de réponses. On espère que ces questions vont avoir des réponses. Le lundi 18 octobre 2021 passé marquait l'anniversaire de la naissance de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, né en 1905 et décédé en 1993. S'il était encore en vie, il aurait eu 116 ans. Que peut-on retenir de la vie de Félix Houphouët-Boigny? Nous avons posé la question à quelques Abidjanais. Voici les réponses qui ont été données. Boigny nous a appris la paix, à cultiver la paix entre Ivoiriens et étrangers. C'est ça la base même de la stabilité et du développement même de la Côte d'Ivoire. Ça a été la base même. C'est ce qui a permis à tous ceux qui l'ont succédé de diriger ces pays sans avoir fourni un grand effort d'abord sur le plan financier, puisque les bases, les fondements même de cette stabilité économique étaient basés sur d'abord les ressources humaines et la paix. La paix, ça a permis de mettre l'accent sur le développement de l'agriculture, puisque l'agriculture, il fallait la paix pour qu'on puisse faire ces fondements économiques-là pendant très longtemps. Et ça, ceux qui le suivent devraient faire la même chose. Voilà. Félix Houphouët-Boigny, vraiment, il faut reconnaître qu'il fut un très grand homme, non seulement politique, mais un grand bâtisseur. C'est ce qu'il pourrait vraiment retenir, un homme de paix surtout. C'est lui-même qui le fondateur, sinon vraiment, oui, je pourrais dire ainsi, le fondateur vraiment de cette Côte d'Ivoire nouvelle. Et vraiment, avec lui, on a appris beaucoup de choses, on a appris vraiment la paix, on a appris vraiment comment dirais-je, la tolérance, on a appris beaucoup de choses, les vertus vraiment de ce grand homme politique et surtout de paix et bâtisseur. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui aura gagné. Bon, Félix Houphouët-Boigny, c'est que c'est notre président, c'était le premier président de la Côte d'Ivoire et puis il a vraiment fait pour la Côte d'Ivoire et c'est un président exemplaire. C'est ce que je retiens de Félix Houphouët-Boigny. Un homme de paix, un homme de cohésion, un homme vraiment solidaire aussi. Ouais. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de la vie de Félix Houphouët-Boigny? C'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Je pense que toute sa vie, Chirac l'a résumé en une seule phrase. Il dit il a bâti son pays, pierre après pierre. Voilà. Parce que la première grande chose que Houphouët fait pour son pays, c'est le port d'Abidjan. Avant, c'était le débarcadère. C'était le WAF. Et quand il est élu député, en 1950, il obtient de bâtir le port d'Abidjan. En 1951, le port est inauguré. Et depuis, il a fait ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il meure. Il l'a bâti aussi avec tout son génie, avec toute sa force. Ce que j'ai le plus apprécié chez lui, c'est qu'il a donné à chacun l'égalité des chances. Houphouët n'a pas forcément regardé l'ethnie, il n'a pas forcément regardé la religion, il n'a pas forcément regardé l'origine. Regardez même comment il a fait de son pays une terre d'intégration. Vous savez pourquoi il a réussi? Parce que quand il devient président du RDA en 1946, la capitale de l'AOF, c'était Dakar. Houphouët ne s'installe pas à Dakar pour diriger le RDA. Il s'installe à Abidjan. Donc, de façon insidieuse, il y a eu un transvasement de la capitale politique à Abidjan. Et c'est d'ici qu'Houphouët a dirigé. Et toutes les grandes familles du RDA sont venues à Abidjan. De sorte que jusqu'à ce jour, toutes les grandes familles du RDA, que ce soit le RDA malien, burkinabé, guinéen, toutes ces familles-là ont aujourd'hui une représentation en Côte d'Ivoire. Que parfois les gens traitent d'étrangers. Moi, je ris. Parce que vous ne pouvez pas regarder Cheikh Yacouba Silla. Ce qu'il a fait pour ce pays, ce qu'il a été pour ce pays. Et puis dire à ses enfants qui sont des étrangers. D'accord. Ambroise, vous retenez quoi de la vie de Félix Houphouët-Boigny? Si la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est aujourd'hui, qu'elle est un pays envié par le monde, qu'elle est un pays qui a les fondements solides, elle le doit prioritairement au président Houphouët,
qui a été un homme de vision surtout, un homme de vision. De Gaulle disait que c'était un cerveau politique, un génie politique de premier ordre. Et il n'a pas dit au hasard. C'était la vérité. C'était un grand homme. Je rejoins ce que le micro-trottoir, là, tout ce qu'ils ont dit, tout ce que vous avez interrogé, c'est vrai. C'était un homme de cohésion, un homme de paix. S'il était encore en vie, qu'est-ce que cela aurait changé en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il aurait 116 ans. 116 ans. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? 16 ans, qu'est-ce qu'il aurait pu? Il aurait assisté impuissant. Oui, impuissant à tout ce que... Il pourrait servir de conseiller? Conseiller peut-être, mais à 116 ans, il tend plus il aurait plus tendu vers la tombe. Donc, je ne pense pas qu'il aura encore un rapport avec nous, les vivants. Mais je pense qu'il faut d'abord considérer l'homme, ce qu'il a été. Il a été une chance pour ce pays. On l'a dit, ce n'est pas faux de le redire. Il a été une véritable chance de ce pays. C'est lui qui a fait de ce pays ce qu'il est, je le répète. Aujourd'hui, tous ses successeurs sont en train de suivre ses pas. Tout ce qu'ils construisent, là, il en a déjà fait les fondements. Ouais, il a déjà fait les fondements de ce pays. Donc, ça a été notre chance d'avoir eu un président comme lui. Rappelle-toi, en 1958, quand Sékou Touré dit non à la communauté française, lui il dit oui, mais tout part de là. Voilà. Donc, ça a été un homme de vision. Je crois qu'on ne le pleurera pas suffisamment. On ne le pleurera pas trop aussi. Ça a été une chance pour ce pays. D'accord. Dernière partie de cette émission à présent, le focus sur médias africains. Pour cette semaine, on a décidé de vous conduire, au Togo, en Angola et puis au Nigeria, où le président turc a effectué une visite au cours de cette semaine. On va suivre cet élément et puis on revient pour en parler. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, a achevé le jeudi 21 octobre une tournée en Angola, au Nigeria et au Togo, à 2 mois du 3e sommet Turquie-Afrique qui doit se tenir à Istanbul en décembre 2021. À l'issue de cette tournée, le président turc a visité 30 pays africains depuis son arrivée au pouvoir, signe d'un activiste tout azimut sur le continent. Peu commenté dans les médias accaparés par les ambitions russes et chinoises en Afrique, le succès de la stratégie d'influence turque est pourtant une nouvelle variable à prendre en compte dans les équilibres régionaux. L'intérêt de la Turquie pour l'Afrique remonte aux années 2000. Alors que les portes de l'Union européenne se ferment, le pays cherche de nouveaux débauchés et entame une politique volontariste. D'abord en Afrique de l'Est, en Angola et en Somalie, avant de s'intéresser à l'ouest du continent. En une dizaine d'années, les relations entre la Turquie et les pays africains ont progressé. Avec 43 représentations, Ankara possède désormais l'un des réseaux diplomatiques les plus denses du continent. Alors, je précise que cette visite, c'était du 15 au 21 octobre 2021. JMK, comment vous analysez cette visite du président turc en Afrique à quelques mois, surtout du sommet Turquie-Afrique? Ce qu'il faut retenir, c'est que la Turquie est en train de se préparer sa zone d'influence en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pied de nez terrible qu'il fait à l'Union européenne qui, depuis, rechigne à l'accepter et à l'intégrer. Il leur démontre que son pays est devenu une puissance. Elle n'est plus une puissance sous-régionale entre le Moyen-Orient et l'Europe, mais elle est devenue aujourd'hui une puissance, je pourrais dire, mondiale, puisque aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan va là où il veut, il rencontre qui il veut, sans forcément l'aval de qui que ce soit. Et à l'instar de la France, de l'Angleterre, de la Russie, il convoque lui aussi son sommet turco-africain. Mais ce qui me plaît dans la diplomatie turque, c'est une diplomatie économique, à outrance, qui s'embarrasse très peu des pesanteurs politiques, des bavardages et autres. Vous l'avez vu, il est venu ici en Côte d'Ivoire, visiter le président Ouattara. Après, on a vu des infrastructures économiques turques apparaître ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une diplomatie économique très percutante qu'il faut saluer. Et je crois que ça donne aussi le choix à nos pays de diversifier leur réseau économique. Ne pas être toujours attaché quelque part à une capitale. Alors, Ambroise, vous saluez aussi cette visite? Oui, tout à fait, tout à fait. Et comme le frère l'a relevé, la Turquie veut démontrer à l'Europe qu'il a rejeté, on peut le dire, puisque la Turquie courtisait l'Union européenne, mais depuis lors,
Ils n'ont pas accepté. Donc, elle veut démontrer à l'Union européenne qu'elle est une puissance. La Turquie fabrique des armes, hein, faut parler. C'est une puissance économique. Et comme il a relevé aussi, la Turquie s'accentue sur l'économie. C'est une diplomatie purement économique. Hein, purement économique, qui ne s'embarrasse pas des pesanteurs politiques, tout ça. Lui, il n'en a rien à cirer. Voilà. Il fait son économie, il fait son marché là où il veut, machin. Il commerce avec qui il veut. Et on a noté qu'en 2003, le volume des échanges était à 5,4 milliards de dollars. En 2020, c'est passé à 25 milliards. Tu vois, c'est le dynamisme, c'est un dynamisme. Voilà, c'est un dynamisme qui est effarant. D'accord, merci messieurs, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission. Je précise qu'on recevait pour cette émission Jean-Marie Kwasi Aoussou, directeur de publication du journal Dernier Monde. Merci à vous. Merci. On avait également sur ce plateau Ambroise Thietier, journaliste, analyste politique. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de la revue de presse grand format. À très bientôt sur l'Intelligent TV.